11 mars 1978. Paris. Le corps d'un homme gît dans une baignoire, la main encore tendue vers une ampoule électrique. Le visage figé, les yeux mi-clos, comme surpris par sa propre faim. Cet homme, c'est Claude François, l'idole de toute une génération, celui que l'on appelait Clo-Clo, toujours en mouvement, toujours souriant. Ironie du sort, ce n'est pas la gloire, ni les excès, ni un complot qui l'ont tué. Non, ce qui l'a foudroyé, c'est une ampoule, légèrement de travers. Il a voulu la redresser, il a voulu, une fois de plus, que tout soit parfait, et c'est là qu'il est mort. Mais cette mort absurde n'est-elle pas le miroir exact de sa vie ? Claude François est-il vraiment mort d'un accident ou d'un besoin maladif de tout contrôler ? Dans les années 1940, alors que l'Europe se déchire dans la guerre, un petit garçon naît à Ismaïlia, en Égypte. Il s'appelle Claude François. Son père, Aimé François, est cadre dans une compagnie de navigation du canal de Suez. Sa mère, Lucia, d'origine italienne, élève les enfants dans une ambiance stricte mais aimante. Le décor est colonial, mais les fondations familiales, elles, sont fragiles. Quand Claude a 10 ans, tout s'effondre. L'Égypte de Nasser expulse les Français. La famille est contrainte de fuir, abandonnant maison, statut et illusions. Repliés à Monaco puis à Nice, ils vivent modestement. Le père, déclassé, s'enferme dans l'amertume. Il méprise la musique, les artistes, les saltimbanques. Pour lui, Claude n'a qu'un devoir, rentrer dans le rang. Mais Claude ne rêve que de lumière, de scène, de tempo, et surtout d'être aimé. Le rejet du père devient une blessure béante. Claude le ressent comme une injustice, une humiliation. C'est ici que se plante la première graine, celle de la revanche. Il ne veut plus jamais dépendre de personne. Il sera autonome, admiré, irréprochable. À l'adolescence, il s'essaie à la batterie dans des orchestres de bal. Il observe, apprend, reproduit. Et surtout, il contrôle. Il refuse l'à peu près. Il veut tout diriger, même l'harmonie. Lorsqu'il monte à Paris, c'est sans filet, mais avec une volonté féroce. Il dort sur des canapés, gratte des cachets misérables, mais refuse de plier. Chaque échec alimente sa rage de prouver. Quand ses premiers titres échouent, il réécrit, reformate, recommence. Il comprend vite que pour séduire les masses, il faut maîtriser le produit jusqu'au moindre détail. Il n'est pas qu'un chanteur, il devient stratège, architecte de son image, chef de son propre empire émotionnel. Mais cette soif de perfection vient avec un prix. Claude est déjà en train de se transformer. De jeune homme en quête de reconnaissance, il devient un automate de contrôle, incapable de déléguer, incapable de faire confiance. Il est son propre bourreau. Le garçon, rejeté par son père, s'invente une armure faite de paillettes et de sourires. Mais derrière, le vide persiste. Chaque applaudissement lui donne l'illusion d'être enfin digne d'amour, mais les coups retombent vite. Alors il relance la machine, encore et encore. L'enfance de Claude François n'est pas une simple anecdote biographique, c'est la clé de voûte de tout ce qui va suivre. Son obsession pour l'ordre, pour l'image, pour l'amour du public. Sa peur panique du désordre, du silence, de l'ombre. Tout était déjà là, dans ce regard de petit garçon que personne n'a voulu comprendre. Et c'est ce regard, précisément, que certains disent avoir revu dans les dernières heures de sa vie. Au tournant des années 1960, Claude François n'est plus un inconnu. Son look soigné, sa gestuelle nerveuse, son sens du rythme séduisent un public jeune en quête de fraîcheur. Mais derrière le succès apparent, Clo-Clo travaille comme un forcené. Chaque chanson est le fruit de dizaines de versions, d'essais, de réécritures. Il ne supporte ni l'à peu près, ni l'imprévu. Il a appris à créer l'illusion d'une spontanéité millimétrée. Le vrai coup d'accélérateur arrive en 1967. Claude compose, comme d'habitude, une ballade sur la routine d'un amour fané. La chanson devient un tube francophone, puis est adaptée aux États-Unis sous le titre My Way par Paul Anka. Interprétée par Frank Sinatra, elle deviendra l'un des morceaux les plus célèbres de tous les temps. Mais Claude, lui, ne touche qu'une fraction des royalties. Il s'en mordra les doigts à vie et jurera de ne plus jamais laisser quelqu'un d'autre contrôler son œuvre. Dès lors, il bâtit un empire.
Il crée sa propre maison de production, Flèche, son magazine Podium, et manage personnellement ses Claudettes, les danseuses emblématiques qui accompagnent tous ses shows. Il choisit leurs tenues, supervise les chorégraphies, valide les plans caméra. Il orchestre tout comme un chef militaire. Dans les coulisses, on parle d'un Clo-Clo tyrannique. Il exige la perfection, il répète jusqu'à l'épuisement. Les concerts sont millimétrés, les interviews répétées, les photos retouchées avant même que la retouche soit une norme. Il n'est pas rare qu'il fasse démonter un éclairage parce que le faisceau n'est pas aligné avec l'arrêt de mes cheveux. Mais les chiffres lui donnent raison. À la fin des années 70, Claude François vend plus d'1 million de disques par an. Il remplit les plus grandes salles, de l'Olympia au Palais des Sports. Il est à la tête d'une fortune estimée à plusieurs dizaines de millions de francs. Son visage est partout, affiches, télé, magazines. Il est le chanteur préféré des Français. Son influence dépasse le simple cadre musical. Il façonne une génération. Il impose un modèle de virilité douce, de charmeur inoffensif mais inaccessible. Il devient une icône. Et pourtant, plus le personnage grandit, plus l'homme se rétrécit. À cette époque, Claude vit dans une maison ultra sécurisée à Danemoy, loin de la foule, avec peu d'amis véritables. Il est méfiant, paranoïaque parfois. Il contrôle son image avec une telle rigueur que même ses proches ne savent plus qui il est vraiment. Et dans cette ascension fulgurante, un détail revient, presque comme une signature invisible. À chaque nouveau palier atteint, Claude semble moins heureux. Les sourires en public cachent de plus en plus une tension nerveuse, une peur sourde de tout perdre. Car dans son monde, une erreur, une faiblesse peut être fatale. C'est à ce moment de gloire totale qu'apparaît une fissure, minuscule, imperceptible pour le public. Mais elle est bien là. Une phrase glissée dans une interview « Je ne dors que 3 heures par nuit ». Une autre dite à un assistant « Je n'ai plus le droit de tomber malade ». Un rire nerveux qui cache une fatigue chronique. La mécanique du succès s'emballe, et Claude, en son centre, s'use à petit feu. Il pensait que la lumière allait le sauver, mais l'éclat commence à l'aveugler. Il faut tendre l'oreille pour entendre les premiers grincements. Car Claude François, en public, est une horloge suisse, précis, constant, infatigable. Mais dans l'intimité, les engrenages commencent à se dérégler. Certains collaborateurs évoquent des accès de colère incontrôlables, des caprices soudains, des exigences absurdes. Une Claudette raconte avoir été renvoyée pour 1 centimètre de jupe en trop. Un ingénieur du son jure avoir dû répéter 12 fois une prise, non pour des raisons techniques, mais parce que Claude ne sentait pas la bonne énergie dans la pièce. Ce besoin de tout régenter n'est pas nouveau. Il remonte à l'enfance, à ce père qui le jugeait incapable, faible, inutile. Mais plus le succès augmente, plus la pression qu'il s'impose devient insoutenable. Claude François n'est plus un artiste, il est une marque, une machine, et il en est l'unique opérateur. Un élément revient dans plusieurs témoignages, son obsession pour les biorhythmes. Claude croyait fermement à ces courbes censées déterminer l'état physique, émotionnel et intellectuel d'une personne. Il exigeait que son équipe calcule ses pics d'énergie avant chaque show. Et selon ses proches, le 11 mars 1978 apparaissait depuis plusieurs semaines sur ces courbes comme une journée de danger extrême. La veille de sa mort, il est en Suisse pour une émission télé. Les images montrent un Clo-Clo fidèle à lui-même, souriant, blagueur, charismatique. Mais les plus attentifs remarquent des signes inquiétants. Les traits tirés, des mouvements saccadés, des silences inhabituels entre 2 prises. Un caméraman affirmera plus tard « Il faisait semblant d'aller bien, mais il avait le regard d'un homme en guerre avec lui-même. » Cette guerre intérieure, Claude ne l'a jamais gagnée. Il s'est inventé un monde où la moindre faille était un danger. Et dans ce monde-là, l'amour était risqué. C'est pour cela qu'il a longtemps caché l'existence de ses enfants. Marc, son fils né de sa relation avec Isabelle Forêt, vivra dans l'ombre pendant des années. Claude ne voulait pas que ses fans sachent qu'il était père. Il pensait que cela briserait son image de séducteur libre, toujours disponible, toujours désirable. Même en privé, il appelait Marc rarement « mon fils ». Il disait « le petit, le gamin ». Quant à Julie, sa fille supposée née d'une liaison discrète dans les années 70, elle ne sera reconnue que 40 ans plus tard.
Sa mère, longtemps restée silencieuse, affirme que Claude avait promis de ne jamais révéler sa naissance. Une promesse respectée, mais au prix de l'abandon. Cette dissimulation systématique s'étend à tous les pans de sa vie. Claude contrôlait non seulement son image publique, mais aussi ses propres relations. Une ex-compagne confiera « Il voulait que je l'aime, mais pas trop. Il fallait que je l'admire, sans jamais l'envahir. » Il avait peur de l'amour comme d'une menace. L'amour oblige à se montrer tel qu'on est. Et Claude François, lui, ne savait pas qui il était sans les projecteurs. Ses assistants racontent aussi ses routines obsessionnelles. La température de sa chambre devait être réglée au degré près. Les volets fermés dans un ordre précis. Son peignoir toujours plié de la même manière. Si une ampoule clignotait, il ne pouvait pas dormir. C'est là qu'intervient une anecdote troublante. Quelques jours avant sa mort, un électricien de Danemois aurait proposé de réparer un luminaire défectueux dans la salle de bain. Claude aurait refusé, disant « Je m'en occuperai moi-même, je n'aime pas qu'on touche à mes installations ». Était-ce de la méfiance, de la fierté, ou simplement l'impossibilité pathologique de déléguer? Une autre rumeur circule dans l'entourage. Claude aurait reçu en février 1978 une lettre anonyme lui prédisant un danger imminent. On ne l'a jamais retrouvée, mais un ami proche affirme qu'il avait vu Claude la lire, tremblant, avant de la brûler dans la cheminée. Personne ne saura jamais si elle existait vraiment, mais le fait que tant de témoins s'accordent sur un même climat d'inquiétude rend l'idée d'un pressentiment plausible. Tout semble converger vers une tension invisible, un point de rupture. Ce point, c'est le 11 mars. Mais ce n'est pas l'événement qui fait basculer la vie de Claude François, c'est la somme des signaux ignorés, des vérités cachées, des douleurs étouffées. Ce sont ces détails apparemment insignifiants, une ampoule, un regard, un silence, qui composent le vrai visage d'un homme au bord du précipice. Ce n'est pas la fatalité qui a tué Clo-Clo, c'est peut-être le fait qu'il ait voulu défier le chaos jusqu'au bout. Et dans cette guerre, il ne pouvait y avoir qu'un seul vaincu. Le samedi 11 mars 1978 commence comme tant d'autres journées dans la vie de Claude François, tôt, minuté, ritualisé. À son réveil dans sa résidence de l'avenue des Tilleuls à Paris, il consulte ses horaires, son emploi du temps, vérifie les dossiers posés au millimètre sur la table basse. La veille, il est rentré précipitamment de Suisse où il enregistrait une émission. Il s'était plaint de fatigue, mais personne n'avait osé lui dire de ralentir. Ce matin-là, un détail l'obsède. Une émission télévisée à venir pour laquelle il veut encore ajuster des éléments de décor. Il téléphone à ses assistants, donne des ordres, râle contre une robe de Claudette pas assez cintrée. Il n'a dormi que 3 heures, mais cela ne le préoccupe pas. L'adrénaline a toujours remplacé le sommeil. Vers la fin de matinée, il entre dans sa salle de bain. La pièce, tout comme le reste de son appartement, est impeccablement entretenue. Le marbre brille, les ampoules diffusent une lumière douce, filtrée. Mais l'œil de Claude, lui, repère immédiatement une anomalie. L'une des appliques murales est légèrement de travers, à peine quelques degrés, mais trop pour lui. Il s'approche, trempe déjà un pied dans la baignoire. La pièce est humide, la vapeur flotte. Il ne prend pas le temps de couper le courant. Ce n'est qu'un geste banal, redresser une ampoule. Un mouvement qu'il a répété 1000 fois. Mais cette fois, quelque chose tourne mal. Un arc électrique, un choc foudroyant. Claude est projeté en arrière. Son corps heurte violemment le bord de la baignoire. Il ne bouge plus. Un silence s'installe. La machine s'est arrêtée. Le roi de la précision est tombé, électrocuté par son propre besoin de contrôle. Quelques minutes plus tard, on le découvre inanimé, la main toujours tendue vers l'ampoule maudite. La nouvelle fait l'effet d'une déflagration. À 39 ans, Claude François vient de mourir dans sa salle de bain, victime d'un accident domestique. Mais rien n'est domestique dans la vie d'une star. Chaque détail devient un symbole, chaque rumeur se transforme en vérité parallèle. Les radios interrompent leur programme, les chaînes télévisées diffusent en boucle ses plus grands tubes. Devant chez lui, une foule se forme. Certains pleurent, d'autres refusent d'y croire. On parle d'un complot, d'un suicide, d'un sabotage. La vérité, elle, est plus simple et plus terrible. Il est mort parce qu'il ne supportait pas l'imperfection. Dans les jours qui suivent, les médias parlent d'un accident bête, d'un geste malheureux. Mais personne ne dit ce que beaucoup pensent tout bas. Claude François est mort comme il a vécu,
en refusant le moindre écart au plan. Ses proches sont dévastés. Isabelle Forêt, la mère de ses fils, se terre dans le silence. Son fils Marc ne comprend pas encore qu'il vient de perdre un père, qu'il n'a jamais vraiment connu publiquement. Julie, elle, est encore dans l'ombre. Ses collaborateurs racontent les heures précédentes, cherchent à reconstituer les événements, les signes. Certains se souviennent d'un regard vide à Genève, d'un appel nocturne inhabituel, d'une phrase murmurée dans un couloir. « Je suis fatigué d'être Claude François ». Était-ce une alerte, une prophétie ? La maison de Danemois, son refuge, devient un mausolée. Les fleurs s'accumulent, les fans chantent en pleurant. Mais derrière les hommages, une autre émotion s'installe. Un malaise diffus, comme si cette mort-là venait déranger l'image parfaite, comme si le roi de la maîtrise venait dans un ultime geste de démontrer sa fragilité absolue. Et si ce n'était pas simplement un accident ? Et si cette obsession de la perfection, ce refus de relâchement, n'avait fait que précipiter sa chute ? Claude François, l'homme qui ne supportait pas le silence, vient de laisser derrière lui le plus assourdissant de tous. Pendant des décennies, on a résumé la fin de Claude François à un accident stupide. Une ampoule, un bain, une négligence. Un raccourci commode, presque confortable. Mais à mesure que les années passent, les voix se délient, les silences se fissurent, les vérités enfouies remontent à la surface. Marc François, son fils aîné, l'a longtemps protégé. Pendant toute son enfance, il a appris à taire son existence dans les médias. Ce n'est qu'adulte qu'il commence à parler. Dans une interview rare, il avoue « Mon père m'aimait, mais à sa façon. Il ne voulait pas que les gens sachent que j'étais là. Il avait peur que ça brise le mythe. » C'est un aveu glaçant. Claude François, idole des jeunes, a volontairement effacé ses enfants de l'espace public. Par stratégie, par peur, ou simplement parce qu'aimer vraiment lui était devenu impossible. L'homme qui chantait « Le téléphone pleure » vivait une tragédie bien réelle, celle d'un père incapable d'exister autrement qu'à travers son image. Isabelle Forêt, la mère de ses fils, révélera des années plus tard que Claude vivait dans un état d'hypervigilance permanent. Il vérifiait chaque détail de leur quotidien, organisait les repas, contrôlait les visites, mais sans jamais lâcher prise. L'intimité n'existait pas. Tout était spectacle, même chez lui. Et puis, il y a l'affaire Julie. Restée dans l'ombre pendant 40 ans, cette fille cachée de Claude François est née d'une relation passagère mais intense. Sa mère, silencieuse pendant des décennies, finit par témoigner « Il m'a dit qu'il ne pouvait pas en parler, que ça ruinerait tout. Mais il était fier. Il m'a promis qu'un jour, il reconnaîtrait. » Ce jour n'est jamais arrivé. Derrière les projecteurs, Claude François était un homme divisé. Une part de lui aspirait à la tendresse, à une vie simple. L'autre était enfermé dans une prison d'heures, construite brique par brique, à coups de contrats, de répétitions, d'applaudissements forcés. Un ancien chorégraphe raconte une scène restée gravée. Une nuit, après une répétition, il est resté seul dans la salle. Il regardait les chaises vides. Il a dit tout bas « Si je tombe, est-ce que quelqu'un m'attrapera ?» Cette phrase résonne aujourd'hui comme un cri étouffé. Claude François avait tout prévu, sauf sa propre chute. Il voulait tout maîtriser, jusqu'au timing de ses respirations sur scène. Mais il avait oublié que l'humain ne se contrôle pas. La peur, la solitude, l'amour, aucun micro, aucun éclairage ne peut les dompter. Sa mort, tragique, brutale, n'est pas qu'un accident technique. C'est le point final d'un système de survie devenu mortel. C'est l'aboutissement logique d'une vie où la fragilité n'avait pas sa place. En vérité, Claude François n'a jamais cessé d'envoyer des signaux. À travers ses chansons, ses angoisses, ses silences. Mais nous n'avons pas su les lire. Ou peut-être ne voulions-nous pas les entendre. Parce que pour beaucoup, Clo-Clo devait rester éternel. Toujours jeune, toujours beau, toujours impeccable. Mais personne ne peut jouer éternellement sans se perdre. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après sa mort, le nom de Claude François déclenche une émotion unique. Pour certains, il incarne la joie insouciante d'une France en mutation. Pour d'autres, il reste une énigme, un homme dont le sourire cachait une douleur indicible. Sa maison de Danemois est devenue un lieu de pèlerinage. Ses chansons tournent en boucle à la radio, ses chorégraphies sont reproduites par des générations qui ne l'ont jamais vu vivre. Claude François est partout,
et pourtant, il n'est plus nulle part. Car au-delà de l'icône, il y avait un homme fatigué, un homme qui courait après une approbation qu'il n'a jamais reçue, un enfant blessé qui tentait désespérément de prouver à son père, à ses fans, au monde entier, qu'il valait quelque chose. Mais ce monde qu'il a conquis ne lui a jamais permis d'être vulnérable. Il n'a jamais eu le droit d'échouer, de tomber malade, d'aimer autrement que sous condition. Sa mort brutale n'a pas seulement révélé les failles d'un système, elle a ouvert une brèche dans notre rapport à la célébrité. À force d'exiger des stars qu'elles soient parfaites, à force de les figer dans des images trop lisses, nous oublions qu'elles saignent, elles aussi. Claude François est mort électrocuté par une ampoule, mais il est surtout mort de ne jamais avoir pu poser le masque. Sa fin tragique est un miroir tendu à toutes les illusions que nous entretenons sur la réussite, le contrôle, l'admiration. Et si, au lieu de l'idéaliser encore, nous acceptions enfin de le voir tel qu'il était, un homme excessif, touchant, compliqué, un homme qui n'a jamais cessé d'aimer, même mal, un homme qui aurait peut-être juste eu besoin qu'on lui dise qu'il n'avait plus besoin d'être parfait. Car au fond, la vraie question reste en suspens. Et si Claude François n'était pas mort d'un accident, mais d'un oubli cruel, celui de s'aimer lui-même?